À la fête de Noël, les enfants de ma belle famille jouaient ensemble. Alors que ma fille courait les rejoindre, ma belle-mère l'a attrapée et a crié « Retourne auprès de ta mère avant que je ne te gifle ». Ma belle-sœur a ricané « Tu ne peux pas empêcher tes enfants poubelles d'approcher des miens ». Mon mari a acquiescé « Ne t'inquiète pas, je ne les amènerai pas la prochaine fois. Ils gâchent tout ». Je suis restée silencieuse pendant que tout le monde gloussait devant les larmes de ma fille. J'ai pris ma fille et je suis parti. Et ce que j'ai fait ensuite les a laissés blêmes. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Je n'ai jamais compris ce dicton jusqu'au 23 décembre 2020, lorsque mon monde entier a basculé lors de ce qui était censé être un joyeux rassemblement de Noël. Je m'appelle Anna, et voici l'histoire de la façon dont un moment d'humiliation a conduit à la vengeance la plus satisfaisante que j'ai jamais exécutée. Laissez-moi commencer par le début. J'ai rencontré mon mari, Brandon, il y a 7 ans dans un café près de mon bureau. Il était charmant, drôle et semblait sincèrement intéressé à apprendre à me connaître. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant de nous marier, et je pensais avoir de la chance d'avoir trouvé un partenaire aussi merveilleux. Ce que je ne savais pas, c'est que Brandon venait avec des bagages auxquels je n'étais pas préparé, sa famille. La mère de Brandon, Hélène, était ce que l'on pourrait appeler une femme traditionnelle qui croyait que les femmes devaient être vues et non entendues. Elle avait des idées très précises sur la façon dont les familles devaient fonctionner, et malheureusement, je ne correspondais jamais à sa vision de la belle-fille parfaite. Dès le moment où Brandon m'a présenté, Hélène a clairement fait comprendre que je n'étais pas assez bien pour son précieux fils. Elle faisait de petits commentaires sur ma carrière, mon apparence, ma cuisine, et surtout sur la façon dont j'élevais ma fille issue d'une relation précédente. Ma fille, Chloé, avait 3 ans lorsque Brandon et moi nous sommes mariés il y a 5 ans. Le père biologique de Chloé n'avait jamais été présent, et Brandon semblait initialement enthousiasmé à l'idée d'être un beau-père. Il était formidable avec Chloé pendant notre fréquentation, l'emmenant dans les parcs, lui lisant des histoires au coucher et l'aidant même à apprendre à utiliser le pot. Je pensais que nous étions en train de construire une belle famille recomposée. La sœur de Brandon, Monica, était encore pire qu'Hélène. Monica avait 2 enfants, Tyler, qui avait 5 ans, et Sophia, qui en avait 4. Elle se vantait constamment de la façon dont ses enfants étaient avancés et bien élevés, faisant souvent des comparaisons avec Chloé qui n'étaient pas exactement subtiles. Monica travaillait comme agent immobilier et se considérait comme très prospère, bien qu'elle vivait dans une modeste maison de ville que ses parents l'avaient aidée à acheter. Au cours des 5 dernières années de mariage, j'ai enduré leurs commentaires passifs-agressifs, leur exclusion de Chloé des photos de famille et leur dédain général pour moi. Brandon me défendait occasionnellement lorsque les choses devenaient vraiment mauvaises, mais la plupart du temps, il haussait simplement les épaules et disait « C'est juste comme ça qu'ils sont, Anna, ne le prends pas personnellement ». Le point de rupture est survenu à la fête de Noël annuelle d'Hélène. Elle l'organisait chaque année dans sa grande maison coloniale de la banlieue, invitant la famille élargie, les voisins et les amis de la famille. C'était toujours une grande production avec de la nourriture traiteur, des décorations professionnelles et des cadeaux coûteux sous un sapin de 3,5 mètres. Chloé avait maintenant 8 ans, elle était vive et énergique, mais aussi sensible à la façon dont la famille de Brandon la traitait. Elle avait commencé à me demander pourquoi grand-mère Hélène ne lui faisait pas de câlins comme elle en faisait à Tyler et Sophia, et pourquoi les enfants d'oncle Monica recevaient de meilleurs cadeaux qu'elle. Je n'avais plus d'excuses et d'explications douces. Ce soir de décembre, Chloé portait sa robe de velours rouge préférée que nous avions choisie ensemble spécialement pour la fête. Elle était tellement excitée de voir ses cousins et avait parlé de jouer avec eux toute la semaine. J'avais espéré que cette année serait peut-être différente, que peut-être la famille accepterait enfin Chloé comme l'une des leurs. La fête battait son plein lorsque nous sommes arrivés. Hélène s'était surpassée avec les décorations. Il y avait des guirlandes partout, des lumières scintillantes et l'odeur de la cannelle et du pain remplissait l'air. Une 30aine de personnes se mêlaient dans le salon et la salle à manger, sirotant du vin et mangeant des amuse-gueules. Chloé a immédiatement repéré Tyler et Sophia jouant avec un nouveau train électrique sous le sapin de Noël. Son visage s'est illuminé d'une joie pure alors qu'elle courait vers eux, ses petits pieds crépitant sur le plancher de bois franc. Elle était tellement excitée de se joindre à leur jeu. C'est alors que tout a mal tourné. Hélène a intercepté Chloé avant qu'elle ne puisse atteindre les autres enfants. Elle a attrapé le bras de Chloé, pas doucement, et sa voix a traversé le bavardage de la fête comme un couteau, « Retourne auprès de ta mère avant que je ne te gifle ». Toute la pièce s'est tue. Le visage de Chloé s'est effondré, la confusion et la douleur se sont abattues sur ses traits. Elle a levé les yeux vers Hélène, les larmes se formant dans ses yeux,
ne comprenant pas ce qu'elle avait fait de mal. Monica, qui observait de l'autre côté de la pièce, a laissé échapper un ricanement de rire. « Anna, tu ne peux pas empêcher tes enfants poubelles d'approcher des miens. » Il passait un si bon moment avant qu'elle n'interrompe. J'ai senti mon visage brûler d'humiliation et de rage, mais avant que je puisse répondre, la voix de Brandon s'est jointe au cœur. « Ne t'inquiète pas, maman, je ne les amènerai pas la prochaine fois. Ils gâchent tout de toute façon. » La cruauté désinvolte dans sa voix était comme un coup physique. C'était l'homme que j'avais épousé, l'homme qui avait promis d'aimer et de protéger Chloé et moi, et le voilà qui convenait publiquement que ma fille était de la camelote, qu'elle gâchait les choses juste en existant. Plusieurs membres de la famille et amis ont commencé à glousser et à chuchoter entre eux, clairement amusés par le drame. Chloé a regardé autour de la pièce avec de grands yeux terrifiés, les larmes coulant sur ses joues. Elle est revenue vers moi en courant et a enfoui son visage dans mes jambes, en sanglotant. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé une éternité, tenant ma fille en pleurs pendant qu'une pièce entière de personnes nous regardait avec amusement et dédain. L'humiliation était écrasante, mais en dessous, quelque chose de froid et de dur se formait dans ma poitrine, une résolution qui allait tout changer. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement pris Chloé, attrapé nos manteaux et suis sorti de cette maison. Le trajet de retour s'est déroulé dans le silence, à l'exception des reniflements discrets de Chloé depuis la banquette arrière. Cette nuit-là, après que Chloé se soit finalement endormie, je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai pris une décision. J'en avais assez d'être la victime. J'en avais assez de laisser ces gens traiter ma fille comme si elle était moins qu'humaine, et j'en avais assez d'un mari qui nous jetterait sous le bus pour obtenir l'approbation de sa famille. Mais je n'allais pas exploser ou faire une scène. J'allais être intelligente à ce sujet, stratégique. J'allais les frapper là où ça ferait le plus mal, et j'allais m'assurer qu'ils comprennent exactement pourquoi leur vie s'effondrait. La première chose que j'ai faite a été de tout documenter. J'ai commencé à tenir un journal détaillé de chaque interaction avec la famille de Brandon, de chaque commentaire cruel, de chaque cas où Chloé était exclue ou maltraitée. J'ai également commencé à enregistrer des conversations lorsque cela était légalement possible dans notre État, en utilisant l'application de mémo vocal de mon téléphone lors de rassemblements familiaux et d'appels téléphoniques auxquels je participais. Brandon est rentré à la maison vers minuit ce soir-là, ayant clairement pris quelques verres de plus après mon départ. Il est entré en titubant dans notre chambre et a eu l'audace d'être agacé contre moi. « Pourquoi es-tu partie comme ça, Anna ? Tu m'as embarrassé devant toute ma famille. » Je l'ai regardé avec une nouvelle clarté. « Je t'ai embarrassé ? Ouais, tu es simplement sorti sans rien dire. » Ma mère était vraiment bouleversée. « Ta mère a traité notre fille de camelote, Brandon. Ta sœur l'a traitée de camelote. Tu étais d'accord avec elle. » Il a agité la main avec dédain. « Oh, allons, elle ne voulait pas dire ça comme ça. Chloé était perturbatrice, et tu sais comment les enfants peuvent être. Elles essayaient juste de maintenir la paix. » C'est alors que j'ai réalisé que Brandon avait été si profondément programmé par la toxicité de sa famille qu'il ne voyait vraiment rien de mal à ce qui s'était passé. Dans son esprit, Chloé était le problème, pas les adultes qui avaient publiquement humilié une enfant de 8 ans. Je ne me suis pas disputé avec lui cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, je me suis mis en arrêt maladie et j'ai passé la journée à passer des appels téléphoniques et à faire des recherches. J'ai appelé un avocat spécialisé dans les divorces, un thérapeute familial et j'ai commencé à examiner les finances de l'entreprise de Brandon. Voyez-vous, Brandon possédait une petite entreprise de construction qu'il avait construite au cours des 6 dernières années. Elle se portait bien, mais j'avais des soupçons sur certaines de ses pratiques commerciales. L'entreprise de Brandon, Brennan Construction, était spécialisée dans les rénovations domiciliaires et s'était bâtie une solide réputation dans notre région. Cependant, j'avais remarqué des irrégularités dans la façon dont il gérait ses impôts et les paiements de ses employés. En tant que sa femme, j'avais un accès légitime à de nombreux documents financiers qui étaient stockés dans notre bureau à domicile partagé, et j'ai commencé à tout photographier et à tout copier. Ce que j'ai découvert était encore pire que ce que j'avais soupçonné. Brandon payait plusieurs de ses travailleurs au noir pour éviter les impôts et l'assurance contre les accidents du travail. Il avait également gonflé les coûts sur plusieurs emplois et empoché la différence, ce qui constituait une fraude. De plus, il utilisait les fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles et les déclarait comme des déductions commerciales sur ses impôts. Mais ce n'était que le début de mes recherches. J'ai également commencé à enquêter sur l'entreprise immobilière de Monica par le biais de documents publics et de relations avec le secteur.
Monica travaillait pour une petite agence et se vantait toujours de ses chiffres de vente et de la somme d'argent qu'elle gagnait. Cependant, certains de ses messages sur les médias sociaux et ses commentaires désinvoltes m'avaient rendu méfiante quant à ses méthodes. Grâce à des documents fonciers publics et à des conversations avec des personnes du secteur immobilier qui connaissaient ses pratiques, j'ai découvert que Monica s'était livrée à des activités douteuses. Elle avait montré à des clients des maisons qui n'étaient pas encore sur le marché, utilisant parfois même des informations provenant des codes de boîtier d'autres agents pour y accéder. Elle avait également manipulé ses taux de commission en convainquant des clients âgés de signer des contrats qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Plus dommageable encore, j'ai appris par le biais de connaissances mutuelles que Monica avait une liaison avec un client marié dont la femme avait récemment demandé le divorce. Le client, David Chen, était un chef d'entreprise local qui avait engagé Monica pour l'aider à trouver une maison après sa séparation. Leur relation avait commencé comme une relation professionnelle, mais était rapidement devenue personnelle, et Monica avait utilisé des informations privilégiées sur la procédure de divorce de David pour l'aider à cacher des biens à sa femme en instance de divorce. Les secrets d'Hélène étaient plus difficiles à découvrir, mais la persévérance a porté ses fruits. Hélène travaillait comme comptable pour plusieurs petites entreprises de la ville, et elle avait toujours été très fière de sa réputation d'honnêteté et de discrétion. Cependant, grâce à un examen attentif des documents commerciaux publics et aux informations qui ont été mises en lumière par ses propres commentaires imprudents, j'ai découvert qu'Hélène avait détourné de petites sommes à ses clients pendant plusieurs années. Le stratagème était sophistiqué mais pas indétectable. Hélène créait de fausses factures pour des fournitures de bureaux, des services d'entretien et d'autres dépenses d'entreprise, puis détournait les paiements vers des comptes qu'elle contrôlait. Les montants étaient suffisamment faibles pour ne pas déclencher d'alerte immédiate, mais au fil du temps, elle avait volé des milliers de dollars à ses clients. J'ai également appris grâce aux dossiers fiscaux qu'Hélène avait faussement déclaré l'entreprise de Brandon comme une entité à charge dans ses déclarations de revenus afin de réduire sa propre charge fiscale, même si elle n'avait aucun droit légal de le faire. Cela durait depuis 3 ans et lui avait permis d'économiser des milliers de dollars en impôts. Avec toutes ces informations compilées, j'ai commencé la deuxième phase de mon plan. J'ai commencé à contacter les autorités compétentes. J'ai déposé des rapports auprès de l'IRS au sujet de la fraude fiscale de Brandon et d'Hélène. J'ai contacté le ministère du Travail au sujet des violations du droit du travail de Brandon. J'ai dénoncé Monica à la commission d'État de l'immobilier et j'ai également contacté l'avocat spécialisé dans les divorces de David Chen avec des informations sur la liaison et la dissimulation d'actifs. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai également commencé à préparer mon dossier de divorce. Plus je creusais dans les affaires de Brandon, plus j'étais dégoûté. J'ai trouvé des courriels dans lesquels il avait ordonné à son contremaître de payer certains travailleurs en espèces et de garder le silence à ce sujet. Il y avait des textos dans lesquels il plaisantait sur la somme d'argent qu'il économisait en évitant tout cet argent au gouvernement. La façon désinvolte dont il parlait de tricher le système, combinée à la façon dont il avait traité Chloé, brossait le portrait d'un homme sans boussole morale. Une pièce à conviction particulièrement accablante provenait du propre téléphone de Brandon, auquel j'avais un accès légitime en tant que sa femme lorsqu'il m'a demandé de vérifier ses messages pendant qu'il travaillait. Il avait envoyé des textos à Monica au sujet des moyens de cacher des revenus à l'IRS, et Monica avait suggéré d'utiliser les relations de comptabilité d'Hélène pour créer de fausses dépenses d'entreprise. Tous les trois menaient essentiellement une opération de fraude familiale, et ils étaient tous impliqués dans les crimes des uns et des autres. J'ai également découvert que Brandon dénigrait Chloé auprès de ses amis et de ses collègues depuis des années. Dans des textos de groupe avec ses copains de construction, il appelait Chloé le bagage et se plaignait de devoir faire semblant de se soucier de l'enfant de quelqu'un d'autre. Il avait plaisanté en disant que Chloé n'était pas vraiment sa fille et qu'il était coincé à s'occuper d'elle à cause de moi. Lire ces messages, c'était comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Cet homme avait regardé Chloé dans les yeux et lui avait dit qu'il l'aimait. Il l'avait aidé à faire ses devoirs, l'avait emmené à des événements scolaires et l'avait accompagné dans l'allée lors de notre mariage en tant que son nouveau papa. Tout cela avait été une mise en scène. Dans son esprit, Chloé n'était rien de plus qu'un inconvénient qu'il devait tolérer pour me rendre heureuse. Mais la découverte la plus dévastatrice est survenue lorsque j'ai trouvé le journal de Brandon. Il le gardait dans le tiroir de sa table de chevet, et en tant que sa femme partageant la même chambre à coucher, je l'avais rencontré en faisant le ménage. Les entrées brossaient le portrait d'un homme qui m'avait épousé principalement pour la stabilité financière et la commodité. Il écrivait à quel point mon travail offrait une bonne assurance maladie, à quel point je gérais toute l'administration de la maison et à quel point je ne remettais jamais en question ses dépenses ou n'exigeais pas trop de son temps. Au sujet de Chloé, il écrivait « Elle n'est pas si mauvaise, mais elle n'est pas à moi.
Parfois, je l'oublie et je commence à me sentir comme son vrai père, mais ensuite Anna parle de son vrai père ou Chloé fait des siennes, et je me souviens qu'elle ne fait que faire partie du lot. J'aimerais que Anna ne l'ait pas parfois. Les choses seraient tellement plus faciles si nous étions juste nous deux. Des entrées plus récentes, écrites après des réunions de famille, révélaient à quel point il en voulait de devoir défendre Chloé auprès de sa famille. Maman et Monica ont raison de dire que Chloé ne s'intègre pas vraiment à notre famille. Elle est trop sensible et elle n'a pas les mêmes valeurs que nous. J'en ai assez de faire semblant qu'elle est aussi importante pour moi que Tyler et Sophia. Au moins, ce sont de vrais membres de la famille. La dernière entrée, écrite quelques jours seulement avant la fête de Noël, était la plus dommageable. Je pense que je dois commencer à fixer des limites à Anna au sujet de Chloé. Maman a raison de dire que nous la gâtons trop et que nous la laissons penser qu'elle est égale aux autres enfants. Peut-être que si j'arrête de la défendre autant, Anna réalisera que Chloé doit apprendre sa place dans la hiérarchie familiale. Elle n'est pas une vraie petite fille ou nièce, alors pourquoi devrait-elle recevoir le même traitement? En lisant cette entrée, j'ai réalisé que la fête de Noël n'avait pas été un moment de cruauté spontanée. Brandon prévoyait de remettre Chloé à sa place depuis des semaines. Il avait essentiellement donné à sa famille la permission de la traiter mal, et lorsque le moment est venu, il avait participé avec enthousiasme. Pendant cette période, j'ai maintenu une façade complètement normale à la maison. J'ai continué à faire la cuisine, à faire la lessive et à m'occuper de Chloé comme si rien n'avait changé. Brandon n'avait aucune idée que son monde entier était sur le point de s'effondrer. La comédie requise était épuisante. Chaque matin, je me réveillais à côté de cet homme qui avait trahi ma fille et moi de la manière la plus fondamentale, et je devais sourire et lui demander comment il voulait ses œufs. Chaque soir, il rentrait à la maison et se plaignait du stress au travail ou du drame de sa famille, et j'acquiesçais avec sympathie tout en documentant secrètement tout ce qu'il disait. Le plus difficile était de protéger Chloé de la vérité tout en la préparant à ce qui allait arriver. J'ai commencé à avoir des conversations douces avec elle sur la façon dont les familles changent parfois et sur la façon dont les gens ne nous traitent pas toujours de la façon dont nous le méritons. J'ai commencé à l'emmener chez un thérapeute pour enfants sous prétexte de l'aider à gérer ce qui s'était passé à la fête de Noël, mais en réalité, je la préparais au divorce et à la bataille pour la garde qui allait suivre. Chloé était incroyablement perspicace pour une enfant de 8 ans. Elle pouvait sentir que quelque chose était différent, même si j'essayais de tout garder normal. Elle a commencé à poser des questions comme « Est-ce que toi et Brandon allez divorcer, et dois-je encore voir grand-mère Hélène ?» Ces questions m'ont dit qu'elle se préparait déjà mentalement à quitter cette situation toxique. J'ai également commencé à construire un réseau de soutien pour nous deux. J'ai renoué avec de vieux amis qui s'étaient éloignés pendant mon mariage avec Brandon, en partie parce que sa famille avait monopolisé une grande partie de notre temps social. J'ai renforcé ma relation avec ma sœur et mes parents, en expliquant la situation et en demandant leur soutien lorsque tout s'effondrerait inévitablement. Ma sœur, Karen, était furieuse quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. « Anna, pourquoi ne m'as-tu pas dit à quel point c'était mauvais ?» Je savais qu'Hélène était froide, mais je n'avais aucune idée qu'il traitait Chloé comme ça. Je n'ai cessé d'espérer que ça s'améliorerait, ai-je admis. Je pensais que si j'essayais plus fort, si Chloé et moi faisions nos preuves d'une manière ou d'une autre, ils finiraient par nous accepter. Ce n'est pas comme ça que les personnes toxiques fonctionnent, a déclaré Karen. Elles ne veulent pas que vous fassiez vos preuves. Elles veulent que vous connaissiez votre place, qui est en dessous d'elles. Je suis fier de toi de finalement riposter. Mes parents étaient plus prudents quant à mes plans de vengeance. Ma mère craignait que je ne me mette en danger sur le plan juridique en recueillant des preuves contre la famille de Brandon. Mon père, un policier à la retraite, m'a aidé à comprendre exactement quelles preuves seraient les plus utiles aux enquêteurs et comment tout documenter correctement sans enfreindre les lois moi-même. Tu dois être plus intelligente qu'eux, m'a prévenu mon père. Si tu fais quelque chose d'illégal ou de contraire à l'éthique dans le processus de dénonciation, cela pourrait se retourner contre toi et nuire à ta demande de garde. J'ai pris son conseil au sérieux. Chaque élément de preuve que j'ai recueilli a été obtenu légalement, des documents financiers auxquels j'avais un accès légitime en tant qu'épouse de Brandon, des textos et des courriels que j'ai trouvés sur des appareils que j'étais autorisé à utiliser en tant que son épouse, les irrégularités comptables d'Hélène que j'ai découvertes grâce à des documents publics et à des informations qui sont devenues évidentes grâce à ses propres déclarations, les violations immobilières de Monica que j'ai découvertes grâce à des documents fonciers publics et en parlant à des personnes du secteur qui connaissaient ces pratiques. Le plus difficile était de maintenir mon équilibre émotionnel pendant ce processus. Certains jours, j'étais rempli de rage de la façon dont ils avaient traité Chloé.
D'autres jours, j'étais submergé de tristesse à propos de la fin de mon mariage et de la réalisation que l'homme que j'avais aimé n'était pas celui que je croyais. Et certains jours, j'étais terrifié à l'idée que mon plan se retourne contre moi et que Chloé se retrouve dans une situation pire qu'avant. Mais chaque fois que j'hésitais, je me souvenais du visage de Chloé à cette fête de Noël, la confusion dans ses yeux quand Hélène l'a attrapée, la façon dont elle avait regardé autour de la pièce pour que quelqu'un, n'importe qui, la défende, le son de ses sanglots alors qu'elle pressait son visage contre mes jambes pendant qu'une pièce remplie d'adultes riait de sa douleur. Ce souvenir m'a permis de rester concentré et déterminé. Chloé méritait mieux que cette famille. Elle méritait mieux qu'un beau-père qui la considérait comme un bagage. Elle méritait de grandir en sachant qu'elle était valorisée et aimée inconditionnellement, et non tolérée en tant que partie d'un ensemble. J'ai également profité de cette période pour renforcer ma propre position professionnelle et financière. Je travaillais comme coordonnatrice marketing pour une entreprise de taille moyenne, mais j'avais toujours été capable de faire plus. J'ai commencé à prendre en charge des projets supplémentaires, à me porter volontaire pour des missions à forte visibilité et à établir des relations au sein de mon secteur. Lorsque le poste de mon superviseur s'est ouvert de façon inattendue plusieurs mois plus tard, j'étais prête à postuler et à démontrer mes capacités. Obtenir la promotion était crucial pour mes plans à long terme. Elle s'accompagnait d'une augmentation de salaire importante et de meilleurs avantages sociaux, ce qui serait essentiel pour subvenir aux besoins de Chloé en tant que mère célibataire. Elle m'a également donné plus de crédibilité et de stabilité, ce qui serait bien vu dans les procédures de garde. Brandon était en fait favorable à mon avancement professionnel, ce qui était ironique compte tenu de ce que je prévoyais. Il s'est vanté à ses amis de la promotion de sa femme et du montant d'argent supplémentaire que nous allions recevoir. Il n'avait aucune idée que ce revenu supplémentaire allait financer ma fuite loin de lui et de sa famille toxique. Au moment où j'étais prête à exécuter mon plan de vengeance, je menais une double vie depuis près de 8 mois. En apparence, j'étais la belle épouse qui soutenait son mari dans ses défis professionnels et ses drames familiaux. En réalité, je détruisais méthodiquement les fondations de leur vie tout en construisant un nouvel avenir pour Chloé et moi. Chloé, quant à elle, luttait avec ce qui s'était passé à la fête de Noël. Elle faisait des cauchemars et a commencé à demander pourquoi grand-mère Hélène et tante Monica ne l'aimaient pas. J'ai travaillé avec un thérapeute pour enfants pour aider Chloé à gérer le traumatisme, et le thérapeute était disposé à fournir une documentation sur le préjudice émotionnel qui avait été causé par le comportement de la famille de Brandon. L'attente était la partie la plus difficile. J'avais soumis tous mes rapports et preuves aux autorités compétentes, mais les enquêtes prennent du temps. Pendant que j'attendais que les rouages officiels commencent à tourner, je devais continuer à vivre avec Brandon et à faire comme si tout était normal. Brandon était complètement inconscient de ce qui allait arriver. Il a poursuivi ses pratiques commerciales illégales, convaincu qu'il était trop intelligent pour se faire prendre. Il a même ramené à la maison un nouveau contrat client et s'est vanté de la façon dont il allait gonfler les coûts pour augmenter sa marge bénéficiaire. Ce type est blindé, et il n'a aucune idée de ce que coûtent réellement les choses, a déclaré Brandon en me montrant le contrat. Je vais gonfler l'estimation des matériaux d'au moins 30%. Il ne verra jamais la différence. J'ai acquiescé et souri tout en photographiant le contrat et ses notes manuscrites sur le plan de facturation frauduleux. Chaque jour, il me donnait plus de preuves à utiliser contre lui. Hélène appelait régulièrement pendant cette période, généralement pour se plaindre de quelque chose ou pour faire des plans pour des réunions de famille dont je savais qu'elles n'auraient jamais lieu. Elle semblait avoir complètement oublié l'incident de la fête de Noël, ou peut-être qu'elle se fichait tout simplement d'avoir traumatisé un enfant. Dans son esprit, elle avait remis Chloé à sa place, et c'était la fin. Anna, nous devrions prévoir une grande célébration de Pâques cette année, a-t-elle dit lors d'un appel téléphonique. Je veux faire prendre des photos professionnelles de tous les petits-enfants ensemble. Nous pouvons enfin obtenir un joli portrait pour le manteau de cheminée. Est-ce que Chloé sera incluse dans les photos, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Il y eut une pause. Bon, je pense que nous devrions nous concentrer sur les petits-enfants biologiques pour le portrait de famille. Chloé peut être sur certaines des photos informelles, bien sûr. Même après tout ce qui s'était passé, elle ne pouvait toujours pas se résoudre à traiter Chloé comme un membre égal de la famille. Cet appel téléphonique a éliminé tous les doutes persistants que j'avais sur ce que je faisais. Monica était tout aussi inconsciente. Elle a continué sa liaison avec David Chen et ses pratiques immobilières contraires à l'éthique, apparemment convaincue qu'elle était trop intelligente pour en subir les conséquences. Elle m'a même invité à déjeuner un jour pour se vanter de sa dernière conquête. J'ai vendu 3 maisons ce mois-ci, a-t-elle dit, chipotant dans sa salade.
L'une d'elles n'était même pas officiellement sur le marché, mais je savais que les propriétaires envisageaient de vendre, alors j'ai emmené mes clients pour une avant-première. Ils ont fait une offre sur place. Comment as-tu eu accès à une maison qui n'était pas répertoriée, ai-je demandé innocemment. Monica a fait un clin d'œil. J'ai mes méthodes. Parfois, il faut un peu enfreindre les règles pour réussir dans ce métier. Elle avouait essentiellement une violation de domicile et des pratiques commerciales contraires à l'éthique, et elle en était fière. J'ai pris des notes précises de notre conversation après coup, les ajoutant à la pile croissante de preuves que j'accumulais. Pendant cette période d'attente, je me suis également concentré sur la préparation de Chloé au changement à venir. La thérapeute pour enfants, Dr Martinez, a été d'une aide incroyable dans ce processus. Elle a travaillé avec Chloé pour traiter le traumatisme de la fête de Noël tout en renforçant sa résilience pour l'avenir. Chloé est une petite fille très forte, m'a dit le docteur Martinez après une séance. Elle a traversé beaucoup de choses, mais elle a de bons mécanismes d'adaptation et un fort sentiment de valeur personnelle, qu'elle tient, je pense, de vous. Le plus important est qu'elle sache qu'elle a au moins un adulte qui l'aime inconditionnellement et la protégera. J'ai commencé à avoir des rendez-vous réguliers mère-fille avec Chloé, l'emmenant dans des musées, des parcs et des restaurants où nous pouvions parler en privé. Au cours de ces sorties, je lui posais des questions sur ses sentiments et l'aidais à comprendre que rien de ce qui s'était passé n'était de sa faute. Maman, a-t-elle dit lors d'une de ces conversations, pourquoi la famille de Brandon ne m'aime-t-elle pas? Parfois, les gens sont méchants parce qu'ils sont malheureux avec eux-mêmes, ai-je expliqué. Cela n'a rien à voir avec toi et tout à voir avec eux. Tu es merveilleuse telle que tu es, et quiconque ne peut pas le voir passe à côté de quelque chose. Allons-nous continuer à vivre avec Brandon, a-t-elle demandé. Est-ce que ça te dérangerait si ce n'était pas le cas, ai-je demandé prudemment. Chloé y a réfléchi un instant. Je pense que ça irait. J'aime Brandon parfois, mais je n'aime pas la façon dont il se comporte quand sa famille est là, et je ne veux plus voir grand-mère Hélène. Ces conversations ont confirmé que Chloé serait émotionnellement préparée au divorce lorsque celui-ci se produirait. Elle se distançait déjà mentalement de la famille de Brandon, et elle me faisait confiance pour prendre les bonnes décisions pour notre avenir. J'ai également profité de ce temps pour rechercher les meilleurs avocats spécialisés en divorce dans la région. J'ai consulté 3 avocats différents avant d'opter pour Rebecca Stone, une avocate spécialisée dans le droit de la famille, réputée pour sa défense énergique et spécialisée dans les divorces très conflictuels impliquant des enfants. D'après ce que vous m'avez dit, a déclaré Rebecca lors de notre première consultation, vous avez de solides arguments pour obtenir la garde principale et un partage des biens favorables. Les preuves que vous avez recueillies sur le caractère de votre mari et sur la façon dont sa famille a traité Chloé seront convaincantes pour n'importe quel juge. Rebecca m'a également aidé à comprendre le calendrier et le déroulement d'une procédure de divorce afin de coordonner le dépôt de la demande de divorce avec le point culminant des enquêtes sur la famille de Brandon. L'objectif était de les frapper avec tout en même temps, en maximisant l'impact psychologique et en minimisant leur capacité à se regrouper et à réagir. Au fil des mois, j'ai pu constater que le stress augmentait dans la famille de Brandon, même s'ils ne savaient pas encore pourquoi ils se sentaient mal à l'aise. Hélène se plaignait d'avoir du mal à dormir. Monica a mentionné qu'elle avait l'impression que quelqu'un l'observait. Brandon est devenu de plus en plus paranoïaque au sujet de ses concurrents et craignait que quelqu'un essaie de le saboter. Leur culpabilité et leur peur se manifestaient par de l'anxiété, même s'ils ne comprenaient pas consciemment de quoi ils avaient peur. C'était comme s'ils sentaient que quelque chose allait arriver, que leurs actions passées finissaient par les rattraper. 10 mois après la fête de Noël, le premier domino est tombé. Brandon est rentré du travail l'air ébranlé. Anna, il s'est passé quelque chose de bizarre aujourd'hui. Un type du ministère du Travail s'est présenté sur mon chantier et a posé des questions sur mes employés et les registres de paie. J'ai levé les yeux de mon dîner, feignant l'inquiétude. Ça a l'air grave. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que tout allait bien, que tous mes employés étaient légitimes, mais il avait l'air vraiment méfiant, comme s'il savait déjà quelque chose. 2 semaines plus tard, Hélène a appelé Brandon en panique. Quelqu'un m'a dénoncé à l'IRS, Brandon. Il vérifie mes impôts personnels et pose des questions sur mes clients en matière de tenue de livre. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Brandon devenait paranoïaque. Maman, c'est trop de coïncidences. D'abord moi, maintenant toi. Quelqu'un en veut à notre famille. Les ennuis de Monica ont commencé le mois suivant. Elle a appelé Brandon en pleurant, disant que la commission immobilière de l'État avait ouvert une enquête sur ses pratiques commerciales. Quelques semaines plus tard,
l'avocat de la femme de David Chen s'était procuré des preuves de la liaison de Monica et les utilisait dans la procédure de divorce. Brandon était hors de lui. Ça ne peut pas être un hasard, Anna. Quelqu'un en veut à ma famille. Qui ferait une chose pareille? J'ai juste haussé les épaules. Peut-être que ta famille a plus d'ennemis que tu ne le penses. Les enquêtes ont progressé plus lentement que ce qui est montré dans les films, mais elles ont été approfondies. Au cours d'une année, l'entreprise de Brandon a été frappée d'amendes importantes pour des violations du droit du travail et des fraudes fiscales. L'IRS a placé des privilèges sur ses comptes bancaires commerciaux pendant qu'il menait son enquête, limitant considérablement sa capacité à exploiter Brandon Construction. Plusieurs de ses clients ont déposé des plaintes lorsqu'ils ont appris ses pratiques de facturation frauduleuses, et quelques-uns ont même intenté des poursuites. Hélène a perdu plusieurs de ses clients en matière de tenue de livre lorsque la nouvelle de l'enquête de l'IRS s'est répandue dans la communauté des petites entreprises. Elle était confrontée à des accusations civiles et pénales, et sa réputation était ruinée. Le stress l'a amenée à développer des problèmes de santé, et elle a été hospitalisée 2 fois pour des problèmes liés à l'anxiété. La licence immobilière de Monica a été suspendue en attendant l'enquête. Elle a perdu son plus gros client lorsque l'avocat de la femme de David Chen a obtenu des preuves de la liaison et de son impact sur la procédure de divorce. La liaison est devenue publique dans leur petite communauté immobilière, et Monica s'est retrouvée sans emploi dans la plupart des agences de la région. Mais je n'avais pas encore fini. Pendant que tout cela se passait, j'avais travaillé avec mon avocate spécialisée en divorce pour préparer le dossier le plus solide possible pour la garde de Chloé et le partage des biens. Brandon n'avait aucune idée que je prévoyais de le quitter, il n'avait donc pris aucune mesure pour protéger ses intérêts. Lorsque l'entreprise de Brandon a été gravement affaiblie par les enquêtes, j'ai fait mon geste. Un jeudi soir de novembre, 14 mois après la fête de Noël, Brandon est rentré chez lui et a trouvé des papiers de divorce qu'il attendait sur la table de la cuisine. J'avais emmené Chloé chez ma sœur pour la nuit afin que nous puissions parler en privé. Brandon était abasourdi. Anna, qu'est-ce que c'est que ça? Nous pouvons résoudre tous les problèmes que nous rencontrons. Ce n'est qu'une période difficile à cause de toutes les affaires. Je me suis assise en face de lui à la même table de cuisine où j'avais planifié toute cette campagne plus d'1 an plus tôt. Brandon, je divorce parce que tu as permis à ta famille d'abuser de ma fille, et ensuite tu y as participé. Mais plus que cela, je divorce parce que j'ai perdu tout respect pour le genre d'homme que tu es. Il a essayé de se disputer, de trouver des excuses, d'imputer le comportement de sa famille au stress et au malentendu, mais j'en avais entendu assez des excuses pour durer toute une vie. Je suis au courant de la fraude fiscale, Brandon. Je sais pour les travailleurs que tu as payés au noir, les factures gonflées, les dépenses d'entreprise que tu as utilisées à des fins personnelles. Je sais tout. La couleur a quitté son visage. Anna, tu ne comprends pas. Les affaires sont compliquées. Parfois, il faut enfreindre les règles pour rester compétitif. Non, Brandon. Parfois, il faut choisir entre être honnête et réussir. Tu as choisi d'être malhonnête, tout comme tu as choisi de jeter Chloé sous un bus pour faire plaisir à ta famille. La procédure de divorce a été difficile pour Brandon parce que j'avais des preuves documentées de ses fautes financières et de ses problèmes de caractère. J'ai pu obtenir un règlement favorable qui a protégé l'avenir de Chloé et le mien. Brandon a dû vendre la maison pour payer ses frais juridiques et les diverses pénalités auxquelles il était confronté, et il a fini par retourner vivre avec Hélène. Le mariage de Monica s'est effondré lorsque son mari a appris sa liaison et ses problèmes professionnels. Elle a perdu sa maison lors de son propre divorce et a dû emménager avec Hélène également. Tous les 3 se sont entassés dans la maison d'Hélène, passant leur journée à s'occuper des avocats, des créanciers et des débris de leurs anciennes vies. Mais la partie la plus satisfaisante de ma vengeance est survenue 18 mois après la finalisation du divorce. J'avais complètement reconstruit ma vie. Chloé et moi avons emménagé dans un bel appartement de l'autre côté de la ville, et j'avais été promu à nouveau à mon travail. Chloé s'épanouissait en thérapie et s'était fait de nouveaux amis dans sa nouvelle école. Nous étions plus heureuses que nous ne l'avions jamais été. C'est alors que j'ai décidé d'envoyer une lettre à Hélène. Chère Hélène, ai-je écrit, je pensais que tu devrais savoir que c'est moi qui ai dénoncé ta famille aux autorités. J'ai passé des mois à documenter la fraude commerciale de Brandon, ton détournement de fonds et les violations immobilières de Monica. J'ai fait cela à cause de ce que vous avez fait à ma fille lors de votre fête de Noël. Lorsque tu as attrapé Chloé et l'a traitée de poubelle, lorsque Monica a ri et a approuvé, lorsque Brandon a dit qu'il ne nous emmènerait plus à des événements familiaux parce que nous gâchions tout, vous avez tous fait un choix.
Vous avez choisi d'être cruel envers un enfant innocent sans autre raison que vos propres préjugés et votre propre méchanceté. Je veux que tu comprennes que chaque amende que Brandon a payée, chaque client que tu as perdu, chaque nuit où Monica a pleuré jusqu'à s'endormir et chaque jour que tu as passé à t'inquiéter des conséquences juridiques, tout cela s'est produit parce que tu n'as pas pu trouver dans ton cœur la gentillesse envers une fillette de 8 ans. Chloé va merveilleusement bien maintenant. Elle est confiante, heureuse et entourée de personnes qui l'aiment et l'apprécient. Elle demande rarement des nouvelles de la famille de Brandon, ce qui, je pense, en dit long sur le genre de personne que vous êtes. J'espère que dans le temps qu'il te reste, tu penseras aux choix que tu as faits et au genre d'héritage que tu veux laisser derrière toi. J'espère que tu penseras à toute la douleur que tu aurais pu éviter si tu avais simplement été des êtres humains décents. Mais surtout, j'espère que tu te souviendras du visage de Chloé lorsque tu lui as attrapé le bras et l'as traité de poubelle. J'espère que tu t'en souviendras chaque fois que tu écriras un chèque pour payer tes frais juridiques, chaque fois que tu verras Monica pleurer sur son mariage ruiné et chaque fois que Brandon se plaindra de devoir recommencer à 45 ans. Vos actions ont eu des conséquences. Je me suis juste assuré que ces conséquences vous reviennent. Je ne pardonnerai jamais à aucun d'entre vous ce que vous avez fait à ma fille, mais j'en suis reconnaissante d'une certaine manière parce que cela m'a montré exactement qui vous êtes et m'a donné la motivation d'éliminer définitivement votre toxicité de nos vies. Chloé et moi vivons notre meilleure vie maintenant, et nous ne pensons jamais à vous à moins de compter nos bénédictions d'y avoir échappé. Ayez la vie que vous méritez. Anna. Je n'ai jamais eu de nouvelles d'Hélène, mais j'ai entendu dire par des connaissances communes qu'elle avait eu une réaction émotionnelle importante à la lecture de la lettre. Elle a fini par avoir besoin d'une thérapie et de soins médicaux supplémentaires pour des problèmes de santé liés au stress. Brandon a essayé de me contacter plusieurs fois après cela, mais je l'avais bloqué sur toutes les plateformes. Il a envoyé des messages par le biais d'amis communs, me suppliant de l'aider à comprendre comment reconstruire sa vie, affirmant qu'il avait retenu la leçon et qu'il voulait se racheter. Mais il était trop tard pour les excuses. Le mal était fait, et surtout, j'avais vu son vrai caractère. Au moment décisif, il avait choisi sa famille toxique plutôt que sa femme et sa belle-fille. Ce n'est pas le genre d'erreur dont on se remet. Chloé a 12 ans maintenant, et c'est une enfant incroyable. Elle est confiante, articulée et a un fort sens de la justice que je pense qu'elle a appris en regardant comment j'ai géré cette situation. Elle connaît toute l'histoire maintenant, de manière adaptée à son âge, et elle est fière que sa mère l'ait défendue quand personne d'autre ne l'aurait fait. Nous avons une nouvelle vie, de nouveaux amis et de nouvelles traditions. Chloé appelle mon appartement notre maison sur eux parce qu'elle sait que personne ici ne la fera jamais se sentir indésirable ou mal aimée. Nous passons les vacances avec ma famille et des amis proches, des personnes qui célèbrent Chloé pour ce qu'elle est plutôt que de tolérer sa présence. Parfois, les gens me demandent si je me sens coupable de ce que j'ai fait à la famille de Brandon. La réponse est non, pas même un peu. Ils ont fait des choix, et je me suis simplement assuré que ces choix aient des conséquences appropriées. Ils ont choisi d'être malhonnêtes dans leurs transactions commerciales, ils ont choisi d'être cruels envers un enfant et ils ont choisi de privilégier leurs préjugés à la décence humaine fondamentale. J'ai simplement choisi de ne pas les protéger des résultats de leurs propres actions. La vérité est que j'aurais probablement pu divorcer de Brandon et passer à autre chose sans exposer les activités illégales de sa famille, mais cela ne leur aurait rien appris. Ils auraient continué à être les mêmes personnes toxiques et cruelles qu'ils avaient toujours été, blessant probablement d'autres enfants et d'autres familles en cours de route. En exposant leurs activités illégales et en les tenant responsables de leur comportement, j'ai fait plus que simplement me venger. J'ai protégé d'autres victimes potentielles et envoyé un message clair que les actions ont des conséquences, même lorsque ces actions semblent petites ou insignifiantes à l'époque. Ce qui s'est passé à cette fête de Noël a duré peut-être 5 minutes, mais ces 5 minutes ont révélé le vrai caractère de toutes les personnes impliquées et ont changé la trajectoire de plusieurs vies. Hélène, Monica et Brandon ont appris que la cruauté a un prix. Chloé a appris qu'elle a de la valeur et que quelqu'un se battra toujours pour elle. Et j'ai appris que je suis plus forte et plus pleine de ressources que je ne l'aurais jamais imaginé. 4 ans plus tard, je peux honnêtement dire que sortir de cette fête de Noël a été la meilleure décision que j'ai jamais prise, pas seulement à cause de la vengeance, bien que cela ait été satisfaisant, mais parce que cela m'a forcé à prendre le contrôle de ma vie et à créer le genre d'avenir que Chloé et moi méritions. La famille de Brandon pensait qu'elle pouvait nous humilier en toute impunité. Ils pensaient que leur cruauté n'aurait aucune conséquence parce que j'étais juste la belle-fille faible qui ne se défendrait jamais. Ils avaient tort, et maintenant ils savent exactement à quel point ils avaient tort chaque jour quand ils se réveillent dans la vie que j'ai aidé à créer pour eux. Parfois, la vengeance est vraiment un plat qui se mange froid, mais dans ce cas, elle a également été servie avec un calcul précis,
une planification méticuleuse et l'amour d'une mère pour son enfant. Chloé et moi sommes la preuve vivante que vous n'avez pas à accepter la cruauté des autres. Vous pouvez choisir de vous défendre, et si vous êtes intelligent, vous pouvez gagner. Le meilleur? Nous ne faisons pas que survivre, nous prospérons. Et chaque jour que nous construisons notre nouvelle vie est un jour de plus qui prouve que nous avons fait le bon choix de laisser leur toxicité derrière nous. C'est mon histoire. C'est ainsi que 5 minutes de cruauté se sont transformées en 4 années de conséquences, et comment l'amour d'une mère est devenu la chute d'une famille. Ils voulaient faire pleurer ma fille. Au lieu de cela, ils m'ont donné la motivation de m'assurer qu'ils ne cesseraient jamais de payer pour ce qu'ils ont fait. La justice ne concerne pas toujours le système juridique. Il s'agit parfois de s'assurer que les personnes qui choisissent d'être cruelles fassent face à tout le poids de leur choix. Et dans ce cas, la justice a été rendue, aussi froide qu'ils le méritaient.